Dans l'épopée napoléonienne, certains maréchaux avaient l'éclat, d'autres l'endurance. Soult, lui, c'est l'homme de la longévité, présent à tous les tournants de l'histoire, de la Révolution jusqu'à la monarchie de Juillet quand même. C'est un sacré chemin. Jean de Dieu Soult est un infatigable manœuvrier, stratège méthodique et parfois politique jusqu'à l'excès. Alors, il n'avait pas, certes, le panache d'un nez ni la loyauté d'un davout, ça c'est clair et net. Mais il avait ce que tant d'autres n'ont jamais eu, le sens du réel et de la survie. Bienvenue dans ce deuxième épisode des maréchaux de l'Empire gloire et sang, consacré aujourd'hui au maréchal Soult. Le maréchal Soult naît en 1769 dans le Tarn, dans le sud de la France environ, la même année qu'un certain Napoléon Bonaparte. Alors Soult n'est pas noble, il n'est pas issu de grande famille, mais il entre dans l'armée très jeune. Et quand la révolution éclate, évidemment il en saisit tout de suite les opportunités. Fini les titres et place au mérite. À peu près comme tous les maréchaux de France, ils ont réussi à percer grâce à ça. Et ça, pour un ambitieux comme lui, c'est une bénédiction. Alors il grimpe vite, il commande bien, il applique les ordres sans état d'âme. Il n'est pas là pour faire des discours, il est là pour une seule chose, gagner. Alors faut savoir que Soult, c'est l'homme des lignes, des colonnes et des bataillons. C'est un maître dans l'infanterie obsédé par une seule chose, la précision des manœuvres. Alors c'est certainement pas un improvisateur, mais c'est surtout un véritable technicien. Alors comme vous le savez sans doute, en 1804, Napoléon devient l'empereur des Français. Et Napoléon, qui adore les hommes fiables, remarque Soult. Alors en 1804, donc, il le fait maréchal de France. Et dès l'année suivante, vous allez voir que Soult va jouer un rôle central dans la victoire d'Austerlitz. Ah, Austerlitz, le 2 décembre 1805, la plus grande victoire de Napoléon, soyons honnêtes. Alors à Austerlitz, donc, Soult commande le 4e corps d'armée. C'est lui qui a donc la tâche la plus difficile de foncer sur le plateau de Pratzen au centre du dispositif ennemi pour frapper au bon endroit et au bon moment. Et c'est ce qu'il fait avec brio. Il fait basculer la bataille et Napoléon dira plus tard que c'est le coup de maître de la journée. Soult gagne du prestige et l'empereur lui donne de plus en plus sa confiance. Alors en parlant de confiance, Napoléon va lui confier une responsabilité immense, l'Espagne. Alors Soult devient le commandant en chef, puis le duc de Dalmatie. Mais l'Espagne, c'est un sacré bourbier, on va pas se mentir. Une guerre d'usure. Soult s'y débat, avance, recule, recommence. Il affronte les Anglais et surtout un adversaire très coriace, Arthur Wesley, le futur duc de Wellington. Face à lui, Soult ne brille pas toujours, mais il ne cède jamais. Et surtout, il comprend une chose, la guerre c'est aussi une affaire politique. Alors il commence à jouer à un double jeu, à penser à l'après, à sa place dans le monde une fois que l'Empire sera tombé. En 1814 donc, l'Empire de Napoléon s'effondre. Napoléon abdique une première fois et est exilé sur l'île d'Elbe. Et Soult, il se rallie à Louis XVIII, sans grande émotion. Pour lui c'est simple, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Mais quand Napoléon revient pour les 100 jours, Soult retourne très vite, ça c'est encore une fois. Il devient major général de l'armée impériale à la place de Berthier. Il se retrouve à côté de Napoléon pour la campagne de Belgique. Je vous laisse avec un court extrait du film Waterloo de Sergueï Bondarchuk où Napoléon revient de l'île d'Elbe et dans son palais convoque Soult. Bon visionnage à vous. Monsieur le maréchal Soult, je vois que vous avez reçu mon invitation. Oui, sire. Vous n'êtes plus ministre de Louis XVIII, d'après ce que je crois savoir. Cela va de soi, sire. Cela va de soi, Soult. Silence! Je vous nomme chef d'état-major, vous acceptez? J'accepte, sire. J'en suis heureux. Nous sommes en 1815, en Belgique, sur les plaines de Waterloo. Soult est là, il assiste à tout. Mais ce n'est pas sa bataille, c'est la dernière de Napoléon.
celle où il va tout donner pour prouver à l'Europe qu'il a encore sa place, et celle de Wellington qui lui doit défendre l'Europe de l'envahisseur. Soult tente de remplir son rôle, mais sans éclat. L'organisation laisse à désirer. Les ordres, par exemple, donnés à Grouchy de poursuivre le Blücher sont donnés beaucoup trop tard. Et quand l'Empire s'effondre pour de bon, cette fois il s'éclipse prudemment. Et pourtant, malgré tout ça, Soult ne disparaît pas, même pas du tout. Sous la Restauration, il revient. Sous la monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier, il devient ministre de la guerre, puis 3 fois président du Conseil. Il devient même maréchal général de France, l'équivalent d'un chef d'état-major permanent. À la fin de sa vie, il est le survivant, le dernier grand du clan napoléonien à avoir navigué jusqu'au port. Et il meurt en 1851, couvert d'honneur, loyal à rien, sauf à lui-même. Jean de Dieu Soult, un maréchal moins aimé que Ney, moins pur que Davout, moins fougueux que Lannes, mais un homme solide, adaptable et résilient. Pas un héros de légende, mais un stratège de l'histoire. Il a servi l'Empire, la monarchie et l'Empire encore. Pas par trahison, mais par plutôt un instinct de survie. Et peut-être que ça aussi, être un grand chef, c'est savoir durer. Alors voilà, ce deuxième épisode des maréchaux de l'Empire Gloire et Sang se termine. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur les secrets du temps.